ما ضلش شيء نبكي عليه. اتدمرنا، بيوتنا اتدمرت، فقدنا ابنائنا، ابهاتنا، شيوخنا. ما ضل حاجه نبكي عليها. ايش ضل؟ يعني ترامب بيقول بدي اعمل غزه جهنم. ما هي صارت وخلصت جهنم. هو في اكثر من هيك؟ ما في اكثر من هيك. واذا انصاعت حماس لقرار ترامب نبقى احنا فشلنا. مش لازم تنصاع، مش لازم نخاف منه. Vives inquiétudes au sein de la population gazaoui qui vit un drame inhumain depuis bientôt 2 ans. Le président américain Donald Trump a menacé de mort le peuple de Gaza dans une publication sur son réseau Truth Social hier. Il a écrit « C'est votre dernier avertissement. Un bel avenir vous attend, mais pas si vous détenez des otages. Si vous le faites, vous êtes morts. » Le Hamas condamne évidemment les menaces de Donald Trump et dit être toujours engagé à respecter l'accord de trêve, une trêve évidemment très fragile. Que va-t-il arriver? À quoi peut-on s'attendre pour la suite? J'ai joint tout à l'heure Guillaume Ancel, ex-officier et chroniqueur de guerre, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. La version numérique est déjà disponible sur vos tablettes. La version papier, ça arrivera bientôt au Québec. Guillaume Ancel, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir. On a peut-être détourné un peu le regard d'Israël et de Gaza ces derniers jours pour des raisons que tout le monde comprend bien quant à l'Ukraine. Cela dit, Donald Trump a réitéré des menaces après avoir rencontré des otages et leurs familles face au Hamas. Vous allez être morts. Libérez les otages, sinon vous êtes morts. Puis il avait déjà parlé de l'enfer également ces derniers temps. Alors, quelle est la situation? En quoi c'est critique, ces menaces? En fait, ce qui est très gênant chez Donald Trump, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a aucune analyse des choses, il retransmet exactement comme il les ressent. Et là, en plus, dans sa menace, c'est pas au Hamas qu'il s'en prend, c'est au peuple de Gaza. Et c'est ça qui inquiète tout le monde, parce que, comment dire, c'est le Hamas qui est un mouvement terroriste. Les 2 millions de Gazaouis qui restent sur cet étroit territoire ne peuvent pas être assimilés au Hamas. Donc on se dit que s'il ne fait pas la différence, on va au pire. Déjà que son ami Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, n'avait pas brillé par sa capacité de discernement entre l'organisation terroriste Hamas et la population civile, qu'il a fait plus de 100 000 bombardements en 15 mois sur cette bande, que Trump lui avait finalement imposé un cessez-le-feu qui au moins permettait de se dire on n'est plus dans une guerre totale, même si les Israéliens continuent à frapper 1 ou 2 fois par jour. Mais là, alors qu'il y avait un accord de cessez-le-feu qui courait jusqu'au 1er mars, la situation se tend à nouveau, puisqu'il était entendu qu'après ce premier cessez-le-feu, il devait y avoir des discussions sur la suite, et bien sûr sur le jour d'après. Or, le jour d'après Trump est complètement hallucinant, puisque soit il veut transformer la bande de Gaza, qui n'est plus qu'un champ de ruines, en une espèce de côte d'Azur de la Méditerranée, ce serait complètement invraisemblable, et dans son esprit, il doit chasser le peuple palestinien qui vit là, puisque, en gros, ils n'ont plus rien à faire, ils doivent dégager de la place. Et puis, pendant que nos regards sont complètement focalisés sur l'Ukraine, en tout cas pour les Européens, et j'imagine une partie des Canadiens, il est en train, à bas niveau de bruit, Netanyahou, de coloniser très clairement la Cisjordanie. Il a fait rentrer des chars à l'intérieur. Alors, officiellement, ce n'est pas une guerre, mais enfin, quand on commence à faire du maintien de l'ordre avec des chars, avec des tanks, en général, ça ressemble quand même un peu à une guerre. Il a fait évacuer 3 camps de réfugiés dans lesquels l'armée israélienne fait des destructions massives. Et donc, ça ressemble étrangement à ce qu'il a fait en partie sur la bande de Gaza, c'est-à-dire de ravager des territoires qui ne lui appartiennent pas, probablement pour s'en emparer ensuite. Il a renouvelé il y a quelques jours, du moins annoncé, M. Netanyahou l'a vivement remercié. Trump a renouvelé une aide militaire, 4 milliards de dollars à Israël. Et au moment même où il bloque l'aide humanitaire, dont on sait qu'il y avait une crise humanitaire absolument effroyable pendant toute cette année. Vous avez raison de faire le parallèle. C'est invraisemblable. Je veux dire, Trump explique au monde entier qu'il est là pour imposer la paix. Il revendique le prix Nobel de la paix. Et il livre des armes qui, dans la situation actuelle, n'ont plus de sens. Il livre notamment des bombes d'1 tonne.
pour l'armée de l'air israélienne. Quel va être l'intérêt de ces bombes, qui sont des bombes totalement dévastatrices? En tout cas, ce n'est pas avec ça qu'ils vont éliminer le Hamas. Ils ont encore une fois, ils ont bombardé plus de 100 000 fois la bande de Gaza pendant 15 mois. Le Hamas n'a absolument pas disparu, ce qui est normal parce que tous ceux qui ont un peu d'expérience dans la lutte antiterroriste savent que ce qui est très compliqué avec une organisation terroriste, c'est que c'est une armée de fantômes, ce sont des ombres. Et plus on essaye de les bombarder, et plus ils se nourrissent de cette violence pour recruter. C'est exactement ce que fait le Hamas aujourd'hui. Donc quand Trump les menace de déclencher l'enfer contre eux, d'abord, il ne semble pas savoir que ça a été le cas pendant 15 mois. Et puis, d'autre part, il ne peut pas livrer ces armes-là et surtout affamer la population qui est sur le territoire de Gaza en jouant, enfin en tout cas en laissant Netanyahou, pardon, puisque c'est Netanyahou qui le fait, en fermant à nouveau l'acheminement de l'aide humanitaire, qui est un crime contre l'humanité. Affamer une population civile, c'est un crime contre l'humanité. Donc on est bien dans une situation absolument incroyable où Trump, en fait, ne respecte qu'une chose avec son ami Netanyahou, c'est la loi du plus fort. Et je dirais quelque part, il y a une connivence, ou plutôt une similitude, qui est vraiment inquiétante avec le comportement de Vladimir Poutine en Ukraine. Il reste pourtant des otages vivants. Il y a eu preuve de vie d'un otage américain. Il y en a plusieurs qui sont morts. Mettant à exécution cette menace-là, il risque la vie des otages qu'il veut libérer. Alors, il faut se souvenir que Netanyahou s'était fixé deux objectifs dans sa grande guerre contre, soi-disant, le Hamas, mais qui en fait a été une dévastation de la bande de Gaza. Premièrement, il avait dit qu'il allait détruire militairement le Hamas. Au bout de 15 mois, il n'y est absolument pas arrivé. Par contre, il a totalement ravagé la bande de Gaza, qui est détruite à quasiment 80%. Je parle des infrastructures. On pense que le nombre de morts, si on prend rien que le nombre de bombardements, il n'est pas de 40 000, comme le prétend le Hamas, qui a compté ceux qui sont arrivés jusqu'à l'hôpital. Il est plutôt de l'ordre de 100 000. Et donc, quand il y a 100 000 morts dans des bombardements, il y a mécaniquement 3,5 fois plus de blessés. Ça fait 350 000 blessés. Pour une bande de territoire qui faisait 365 km², sur lequel il y avait 2 millions d'habitants, vous faites le calcul, il y a un quart de la population qui est victime de cette guerre, ce qui est absolument inouï. Mais surtout, ce qui est très inquiétant, c'est que le deuxième objectif affiché de Netanyahou, c'était de libérer les otages. Or, il a essentiellement récupéré des morts, c'est la moitié des otages qui ont été récupérés. Effectivement, s'il continue à bombarder la bande de Gaza, surtout avec des bombes d'une tonne que vient de lui livrer opportunément le président futur prix Nobel de la paix, Donald Trump, il ne peut que faire des morts supplémentaires. C'est pour ça que, encore une fois, on s'attendait à une négociation. Et si je faisais de nouveau le parallèle avec l'Ukraine, là où Trump a raconté à tout le monde que c'était un grand négociateur et qu'il a écrit ce fameux livre qui ne restera pas dans les annales de la littérature, The Art of the Deal, manifestement, il a beaucoup de mal à négocier. Alors, en conclusion, puisqu'on vous parle régulièrement de l'Ukraine et maintenant on vous parle de Gaza ce soir, vous publiez ces jours-ci Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Il y a eu ce grand sommet à Bruxelles et vous avez participé à l'émission Complément d'enquête sur France Info. Vous avez décrit la destruction d'une tour à Gaza qui a fait plus d'une centaine de morts. Et tout à l'heure, vous avez employé sans réserve l'expression crime contre l'humanité. En conclusion, difficile de mener des guerres en Ukraine ou à Gaza sans commettre des crimes contre l'humanité, comme celle qu'on a vue. En fait, ce qui est terrifiant avec Vladimir Poutine en Ukraine, et au fond, Benyamin Netanyahou a fait exactement la même chose à Gaza, c'est qu'il ne respecte aucune règle, aucune loi. Et on peut dire que derrière, Donald Trump, qui semble les soutenir, l'un et l'autre, eh bien, en réalité, remplace l'état de droit par la loi du plus fort. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant dans notre monde. Donc, quelque part, la sécurité et la prospérité reposaient depuis des décennies sur le fait qu'on respecte un ordre international et surtout le droit international. Et ça, c'est complètement anéanti. Guillaume Ancel, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que votre ouvrage Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre est disponible en mode numérique digital maintenant au Québec, au Canada, d'ici 3 semaines. Merci beaucoup. On va s'assurer de bien lire votre ouvrage. Merci beaucoup.